Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, je suis le directeur du campus. Je suis bien évidemment ravi de vous accueillir ici. Je suis aussi très ravi de voir que mes élèves font des reviews, des reportings, des ateliers avec plus ou moins de facilité parce qu'il n'a pas eu le temps de lire toutes ces notes, mais c'est intéressant en tout cas de retenir ce qui a été dit. Deux éléments importants à souligner. Le premier élément, c'est que malheureusement, le constat actuel des enjeux géopolitiques, stratégiques, je vois le mot souveraineté qui est écrit, ce qui se passe de par le monde aujourd'hui nous amène quand même à réfléchir. Juste après le Covid, il y a eu quand même la guerre en Ukraine. Ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est des choses qui sont bien évidemment très compliquées et qui vont finalement engendrer un certain nombre d'enjeux et de défis à relever, qui soient d'ailleurs d'un point de vue systémique, complexe, changement climatique. On voit aussi ce qui se passe dans le nord de la France en ce moment. Ça nous laisse tous plutôt, ça nous amène tous à réfléchir et surtout, ça nous amène à mieux former nos élèves. C'est l'école quand même, le rôle de l'école, le rôle des arts et métiers. Les arts et métiers, c'est une école qui a été toujours au rendez-vous des révolutions industrielles, de par son passé, depuis sa création en 1780. Là, nous sommes ici dans un campus qui est créé en 1843 et l'objectif, c'est aussi que l'école des arts et métiers, avec ces 8 campus, ces 9 campus bientôt, soit au rendez-vous de la réindustrialisation de la France. Donc j'ai entendu tout à l'heure effectivement des choses autour de la décarbonation, il y a des aspects autour de la digitalisation. Tous ces éléments-là vont être des enjeux majeurs à relever. Et donc nous, on s'est mis dans une logique de vouloir aussi pas uniquement, je regarde un peu Lionel et Camille là-bas au bout, c'est plutôt aussi de faire en sorte qu'on ne fasse pas uniquement du greenwashing sur nos formations, c'est qu'on attaque vraiment le problème de sensibiliser un peu nos élèves et de les former au mieux à ces enjeux-là pour en faire finalement une formulation qu'on a utilisée depuis un certain temps, ce qu'on appellerait, ce que j'appellerais moi dans mon jargon, l'ingénieur citoyen. Il va falloir aussi réfléchir dans une logique, mais quelles sont finalement les innovations de demain qui restent à monter, qui restent à réaliser. Et c'est d'une manière très directe aussi, ce n'est ni moi, ni Lionel, ni les cheveux blancs de ce côté-là qui vont plutôt innover, c'est plutôt ces jeunes qu'on est en train de former, qu'il va falloir aussi qu'ils prennent en main les nouvelles innovations pour améliorer l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité. Former ces futurs ingénieurs, ces futurs dirigeants. Le slogan de l'école, c'est former les ingénieurs des industries responsables de demain, les leaders. Et finalement, ce type de rencontres sont généralement des moments privilégiés parce que vous allez finalement, j'imagine qu'à travers les 3 ateliers qu'il y a eu aussi une approche très pluridisciplinaire. Généralement, on forme des ingénieurs, nous, on leur fait faire des choses autour de la mécanique, autour de l'électronique, autour d'un certain nombre de choses. Injecter le cycle de vie qui a été évoqué par un des élèves, parler de recyclage, parler du déchet, parler de reuse dans le bâtiment, parler de ces choses-là. Ce sont aujourd'hui des éléments qu'il va falloir qu'on les intègre réellement aussi dans l'ensemble un peu de nos formations. Et je sais plus, ça doit être le dernier garçon là, qui a eu quelques difficultés à nous parler de la notation des entreprises. Effectivement, le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises vont être un enjeu majeur. Et pourquoi pas réfléchir un moment à ce que finalement, alors on rêve un peu, peut-être pas la cotation en bourse soit uniquement indexée sur la performance financière, mais aussi indexé sur la capacité d'une entreprise à faire de belles choses. Je ne vais pas faire de la pub, mais j'ai un très bon ami qui est aujourd'hui à la tête d'une grosse entreprise qui s'appelle Jetlink. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il s'appelle Yann Le Riche. Aujourd'hui, il est parmi les tout premiers à vouloir faire la notion d'empreinte carbone dégagée. Alors, Jetlink, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la suite un peu d'Eurotunnel. C'est lui qui gère le trafic entre la France et la Grande-Bretagne, hein, dans le tunnel. Et donc là, il met en avant effectivement une capacité à générer des revenus et des profits financiers en partant sur la base du fait qu'il limite son empreinte de carbone par rapport à son activité. Et ça, ce sont des enjeux, à mon sens, des enjeux importants.
Alors, bien évidemment, je ne veux pas être trop long. J'ai vu que les ateliers, je présume que vous êtes fait plaisir à échanger, à discuter sur un certain nombre de sujets pendant ces ateliers-là qui nous ont été rapportés. Et je termine par deux éléments. Premièrement, un remerciement, bien évidemment, à l'Institut Open Diplomatie. Je vois les logos. Je suis fier d'avoir, bien évidemment, le logo des Arts et Métiers. Et je remercie l'Institut, bien évidemment, pour la co-organisation de ces rencontres, en lien et une implication très forte de ces deux personnes-là qui sont un peu adossées à la porte, donc Lionel Rocoul et Camille Pédario. Ce que je vous demande d'applaudir, parce qu'ils ont énormément œuvré. Ils ont énormément œuvré pour que ceci, ça fonctionne, mais aussi beaucoup de personnes autour de... que ce soit au niveau local, au niveau aussi, alors on a aussi des gens de la logistique, de l'école de la communication. Cécile est là. On est aussi dans cette logique aussi de faire en sorte que l'école s'ouvre sur la cité, accueille ce genre de manifestation. Et enfin, je dois pouvoir laisser maintenant la parole à Monsieur Madrol, qui est le président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, risques. J'ai rien oublié, je pense. Merci à tous. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je suis très heureux d'être là parce que moi, je suis Marseillais, donc je suis un peu un voisin, mais j'ai fait toutes mes études de l'autre côté, à Gaston de Saporta, à Sciences Po, et pendant 4 ans, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenariats avec les arts et métiers. Et les arts et métiers et moi, et là je parle aux étudiants, ça a toujours été dans mon parcours politique et d'engagement en tant qu'écologiste responsable, des partenaires entiers. Je reçois aujourd'hui, et puis je voudrais saluer ma collègue Anna Paula et tous mes élus ici présents, tous les jours, je reçois des dossiers émanant d'étudiants, diplômés ou non, qui me proposent à la région ou au niveau de l'État, quand j'étais en administration centrale au cabinet de Madame Royal ou de Monsieur Hulot, des dossiers, des idées, des innovations qu'ils veulent voir naître. Ce monde, et je m'en excuse souvent, le monde qu'on vous laisse aujourd'hui, nous qui avons les cheveux gris, n'est pas un monde extraordinaire. On a raté beaucoup de choses. On a cru à énormément de choses. On a essayé de faire, et croyez-nous, de notre mieux, mais la conjoncture, nos croyances idéologiques, dogmatistes, nous ont fait perdre un peu le sens de l'engagement sociétal et de l'envie de pouvoir construire ensemble, pour les générations à venir, pour votre génération, une vie beaucoup plus belle. On s'est fait prendre, pour certains, par, n'enregistrait pas, par des dogmatismes, le socialisme, le communisme, le libéralisme. On était avoir l'envie, à un moment donné, il y avait le courant, on parlait tout à l'heure des grands ensembles, on parlait du vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble, on le souhaite du fond de notre cœur, mais comment construire ces outils du vivre ensemble ? Comment construire aujourd'hui cet équilibre dans la société entre les riches et les pauvres ? Comment réduire les fractures sociétales que l'on rencontre ? Quand je vous dis ça, c'est votre engagement à vous. Et monsieur le directeur a raison de dire qu'aujourd'hui, même si nous sommes là avec nos connaissances, avec notre envie de vous accompagner, avec l'envie au niveau régional, avec les outils que nous mettons en place, que ce soit au niveau métropolitain ou régional ou départemental, les outils que nous mettons en place pour vous accompagner d'une manière de la logistique ou financièrement, ou avec nos experts, eh ben, c'est à vous aujourd'hui de prendre en main ce que nous avons pu faire. L'histoire nous a rattrapés. La question de la transition écologique, la question de la fin de la planète, de la fin de notre civilisation humaine, est posée aujourd'hui. Quand je vois, et j'en parlais tout à l'heure avec le charmant chauffeur qui m'a monté, qui est diabétique, quand il me parlait de son alimentation il y a 40 ans et aujourd'hui la question de l'alimentation, comment s'alimenter aujourd'hui dignement pour tous, mais en essayant d'avoir une alimentation qui nous permette de ne pas avoir trop de sucre,
de pouvoir avoir de l'énergie. Toutes ces questions de l'alimentation saine est une question fondamentale. Comment, on parlait tout à l'heure de la question de la décarbonation du transport maritime, c'est ma passion. La Méditerranée est ma passion. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Nicolas Hulot, j'ai travaillé avec Catherine Chabot, la navigatrice, et on s'interrogeait systématiquement à comment construire ces bateaux du futur. Vous parliez de nos amis de Neptec avec lesquels nous travaillons énormément, avec le groupe CMA-CGM, parce que Neptec, grâce à la région et grâce à la métropole, vous voyez, les politiques servent des fois à des choses, on va avoir enfin un bateau électrique porté par la CMA-CGM qui va permettre, pendant les Jeux Olympiques, de pouvoir transporter un certain nombre de journalistes. On aura le premier bateau électrique de propulsion électrique. Quand on parle aujourd'hui de CMA-CGM, la France a réussi à l'Organisation maritime internationale à faire que la mer Méditerranée ne souffre pas des pollutions comme la mer Baltique. Et aujourd'hui, les bateaux qui naviguent en Méditerranée ont un fuel beaucoup plus raffiné et beaucoup moins polluant. Parce que le fuel qui part, et je parle devant des ingénieurs, moi je suis qu'un pauvre politicien, mais vous savez que tout, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que Lavoisier, merci. Lavoisier, et tout ce qui partait dans l'atmosphère retombait dans la mer et acidifiait la mer. Et la Méditerranée est une des mers qui est le plus en danger sur la planète. On peut imaginer que votre génération ne pourra pas, dans les prochaines années, dans les 50 ans, pouvoir pêcher en Méditerranée. Et pourtant, la Méditerranée est un lieu où il y a plus de 300 millions de personnes qui viennent régulièrement et 50 millions de personnes autour du bassin méditerranéen vivent de cette Méditerranée. Tourisme, pêche, aquaculture, etc., etc. Donc l'enjeu aujourd'hui pour vous, ingénieurs, dans la question de la sobriété et la souveraineté, c'est comment vous allez vous doter, vous allez intégrer et vous allez être libre dans votre tête pour pouvoir nous proposer des projets qui soient en lien avec vos inspirations. J'ai été, il y a quelques mois, et ça restera aussi entre nous, appelé par le grand directeur de Suez. J'ai pris mon TGV, je suis allé à Paris, le garçon voulait me rencontrer. J'ai été honoré de rencontrer le grand patron de Suez. J'avais pas du développement durable. Et il me dit, en gros, que 50% des milléniums de ces jeunes qui prennent et qui payent dans la formation, 50% au bout de 2 ans se barrent de Suez, du groupe Suez, parce qu'ils perdent leur propre valeur dans un groupe comme Suez. Et je me dis aujourd'hui que votre génération, vous avez une chance incroyable. La feuille est blanche. Nous vous laissons un héritage compliqué. Nous vous laissons un monde en guerre. Je me rappelle, tout à l'heure, il y avait des militaires dans la salle. J'avais à Sciences Po un prof de géopolitique qui me disait que le monde se referme. Quand on était jeune à votre âge, j'ai traversé le Yémen à pied. On allait au Mali. Je me souviens qu'on achetait des voitures à Marseille pour aller les vendre au fin fond de l'Afrique noire pour se faire 3 sous. Vous vous rappelez, à Napola, ça fait pareil. On achetait des Peugeot et on traversait le détroit de Gibraltar pour aller vendre pour se faire 3 sous. Aujourd'hui, ça, c'est impossible pour vous. Ça, c'est impossible. On n'est plus du tout dans la même situation. Traverser le Yémen à pied, ce n'est plus possible. Aller au Mali, ce n'est pas possible. Même aller dans le sud de la Tunisie, j'y étais il y a quelques semaines, ça devient de plus en plus compliqué. N'allez pas en Mauritanie, n'allez pas au Niger. Tous ces pays, on les a vécus. Ce monde se referme. Cette géopolitique se referme. Et c'est à vous aujourd'hui, avec votre génération, avec votre savoir, avec ce que vous apprenez aux arts et métiers ou dans d'autres filières, que vous allez inventer le monde de demain. Mais la seule chose, et je le dis souvent à mes enfants, j'en ai 4 et 2 qui font des études supérieures, soyez libres dans votre tête. Ne plagiez pas ce que nous avons fait. Quand je vois les jeunes de Neptec, quand je vois les jeunes qui viennent me présenter leurs projets les plus incroyables, tout à l'heure vous parliez de la gourde qui se nettoie, mais il y a des projets qui sont incroyables qu'on me présente tous les jours à la région, j'aimerais pouvoir tout porter ces projets, avancer ces projets. En tout cas, la région Sud, et vous avez eu ce matin la métropole, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à me solliciter directement sur ma boîte mail. Je réponds systématiquement aux demandes des jeunes ingénieurs ou des écoles. Quand vous avez un projet, si vous voyez... De vieux ingénieurs aussi, vous répondez ? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Les vieux ingénieurs, ils sont comme moi, je préfère les jeunes.
dans les ingénieurs aussi. N'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas, même pour vous orienter, pour vous mettre en relation avec d'autres, je travaille actuellement avec la DGPMA à Paris, donc le ministère de la Mer, sur les sujets maritimes. Il y a un espace incroyable de découverte à faire. Il y a incroyable. Là, j'étais l'autre jour avec Rodolphe Saadé sur la question des drones marins. Le monde marin est un monde que l'on découvre tous les jours. La question de l'eau, aujourd'hui, nous avons fait une grosse conférence avec Renaud Muselier sur la question qui est un vrai enjeu. Comment nous allons garder notre eau et comment nous allons pouvoir transformer notre eau nos eaux grises en eau potable. Ça, c'est un vrai enjeu. Et on sait très bien, vous, les ingénieurs, que la molécule d'eau est une des molécules qui se nettoie le plus facilement. Je parle devant les ingénieurs, j'en sais rien, mais en tout cas, on m'a dit ça. Donc, je vous le répète comme un bon perroquet. Tous ces sujets-là sont des sujets fondamentaux. Continuez à être ce que vous êtes. Votre génération est une génération en avenir. On compte sur vous, sans démagogie. Et n'hésitez pas à nous contacter. Mon adresse mail, c'est madrol@maregionsud.fr. N'hésitez pas, je réponds systématiquement à ça. Mes deux secrétaires me prennent la tête comme ça, mais systématiquement, j'essaye de vous accompagner par rapport au projet et continuer. Et puis merci aux Arts et Métiers de tout ce que vous faites. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Merci, monsieur Madrol. On va désormais passer à la conférence de ce soir sur le thème « Gaz, l'arme de Poutine pointée sur nous ». Et donc j'appelle sur l'estrade Xavier Timbaud et Anne Houtman. Allez-y, vous mettez là et puis moi je me mets dans le... Mettez-vous de ce côté-là, comme ça on vous voit mieux. Moi je me mets dans le coin. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose ? Alors, je vais vous présenter en 2 mots. Vous n'hésitez pas à me corriger. Donc, Xavier, toi, tu es coprésident de l'Institut Open Diplomatie, on se connaît bien, et tu es aussi professeur d'économie du climat à Sciences Po. Et Anne, tu es ancienne chef de la représentation de la Commission européenne en France et professeure à Sciences Po également. Je suis plus depuis. Ok. On va parler aujourd'hui du gaz. Et on va prendre comme point de départ, il y a à peine un an, un peu plus d'1 an, le 26 septembre 2022, soit 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, 2 explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui reliaient la Russie à l'Allemagne en mer Baltique. Le sabotage à ce stade n'a pas été revendiqué ni attribué, mais cet événement a permis de mettre en lumière, on va dire, le cœur de la stratégie impérialiste russe, ce gazoduc. Est-ce que, Anne, tu peux nous en dire 2 mots et nous expliquer en quoi c'était le cœur de cette stratégie russe ? Oui, c'est pas une question facile. D'abord, bonsoir à tous. Très heureuse d'être ici, malgré le froid quand même. Donc si vous vous sentez l'envie d'un peu bouger pour vous réchauffer, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à m'interrompre, parce que je suis pas... Bon, les choses sont quand même assez... C'est un sujet assez complexe qu'on aborde, donc... j'ai pas de problème à ce qu'on m'interrompe, donc que je parle, vous ne comprenez rien, etc. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on est dans une histoire de gaz. Quand on est dans le gaz, on n'est pas nécessairement très bien, mais c'est aussi une histoire où, depuis longtemps, on sait qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et quand il y a de l'eau dans le gaz, ça finit par exploser. On connaît ça, bon, tous les ingénieurs, ils savent ça. Et ça a explosé en février 2022, et puis ça a explosé encore plus proche du sujet du gaz, avec le sabotage de ces 2 pipelines que sont Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas Nord Stream sur le sujet ? Non. Alors donc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce sont 4 tuyaux. Donc Nord Stream 1, c'est 2 tuyaux. Nord Stream 2, c'est 2 tuyaux qui partent de la côte russe, le petit bout de côte russe qui est au fond du golfe finlandais, donc entre la Finlande et l'Estonie, d'un port qui s'appelle Viborg, et qui arrive sur la côte allemande après être passé dans les eaux territoriales suédoises et danoises, en évitant soigneusement les eaux territoriales polonaises, parce que la Pologne n'aurait jamais donné
son accord à un passage dans ses eaux territoriales. Et il aboutit dans une petite ville qui s'appelle Greifswald, qui est sur la côte allemande, tout près de la Pologne, dans le land de Mecklenburg, de Poméranie occidentale. Alors, pour moi, ce sujet, c'est la tentative de Poutine d'utiliser le gaz pour faire du chantage énergétique avec l'Union européenne, mais aussi, et une chose qui n'est pas tellement dans le livre de Marion Van Rentergem, qui est de diviser les Européens sur la question énergétique. Et je reviens là-dessus éventuellement tout à l'heure. Alors, d'abord, c'est important aussi, peut-être avant de parler de comment on en est arrivé là, de parler un peu du gaz en Europe. Pourquoi le gaz est tellement crucial en Europe? Alors d'abord, le gaz, c'est 24% de la consommation brute européenne, donc c'est 24% de la quantité d'énergie qui entre dans le système énergétique européen. Donc, ce n'est pas la consommation finale, donc c'est avant transformation, etc. Ça représente à peu près, bon an, mal an, 400 milliards de mètres cubes de gaz. Alors, ce gaz, il sert à chauffer nos maisons, pas aujourd'hui, mais en principe, ça doit servir à nous chauffer. Ça doit servir aussi dans beaucoup d'industries pour lesquelles c'est un entrant indispensable. Et ensuite, c'est aussi indispensable dans le système électrique. Il y a à peu près 20% de notre consommation d'électricité qui provient de centrales. Je parle toujours, quand je donne des chiffres, je parle au niveau européen. Alors vraiment désolé pour les Français, tous mes chiffres sont européens, parce qu'on est quand même ici dans une question européenne. Donc je précise. Et ces 20% sont importants parce que le gaz permet d'équilibrer le réseau électrique. Vous savez tous qu'un réseau électrique doit être équilibré. Par rapport à une consommation qui varie au cours de la journée, entre les jours, entre les mois, entre les saisons, mais aussi par rapport à une production d'électricité qui est de plus en plus variable avec l'augmentation des renouvelables dans le réseau. Et donc, souvent, c'est aussi le gaz qui fixe les prix de l'électricité. On peut éventuellement en parler plus tard. Et donc, cette crise du gaz, c'est en fait aussi à contaminer aussi le marché de l'électricité. Alors, deuxième point, c'est que ça montre, premier point, l'importance du gaz en Europe. Et deuxième point, c'est que l'Europe, ces 30 dernières années, produit de moins en moins de gaz. Elle a plus que diminué de moitié sa production de gaz, et en même temps, elle ne diminue pas sa consommation. La consommation a même plutôt un peu augmenté. Résultat des courses, elle importe de plus en plus, elle est de plus en plus dépendante, et actuellement, elle est dépendante à environ 84-85% de ses importations. Alors, ces importations, elles sont surtout vers l'Allemagne. En fait, l'Allemagne absorbe le quart des importations en Europe, et le deuxième pays, c'est l'Italie, qui consomme le 20% des importations, mais l'Italie est beaucoup moins dépendante du gaz russe, si vous regardez un peu la carte de géographie. Et le troisième pays, c'est l'Italie qui représente 15% de ses importations. Alors, après, le point important, c'est que 45% de nos importations de gaz, jusqu'à 2021, provenaient de la Russie. Autrement dit, la Russie nous amenait à peu près 150-155 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Alors, troisième point qui est important à comprendre, c'est que jusqu'à l'ère soviétique et un peu après, avant que Poutine ne s'en mêle, en réalité, toutes nos importations de gaz russe passaient par des pays qui étaient d'anciennes républiques, enfin, passaient à l'époque dans l'ère soviétique par des républiques soviétiques, mais après la chute de l'Empire soviétique, par tous des pays qui sont des ex-républiques soviétiques. Et on sait tous que
pour Poutine, la chute de l'Empire soviétique a été une véritable humiliation, une chose qu'il ne va jamais pardonner à ses prédécesseurs. Et ce gaz russe, il passait en partie par la Biélorussie, et puis il se divisait entre la Pologne et la République slovaque, à l'époque la Tchécoslovaquie, qui est toute la partie Yamal des gazoducs par lesquels on importe du gaz russe. Et l'autre partie du gaz, et durant l'ère soviétique c'était 80%, ça a diminué à peu près 50%, par l'Ukraine. Donc l'Ukraine, pour l'importation du gaz russe, est un pays clé, et on sait aussi la fixation que fait Poutine sur l'Ukraine. Alors, cette partie est importante pour comprendre pourquoi la première année de son pouvoir, en fait, les choses, pendant les premières années du pouvoir de Poutine, les choses se sont passées relativement bien sur le gaz, parce que l'Ukraine, notamment, était gouvernée par des présidents pro-russes, Leonid Kuchma, qui a été président jusqu'en 2004. Et puis, en novembre 2004, on a eu cette fameuse révolution orange, qui a permis l'élection de Viktor Yushchenko, qui était un pro-européen. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à être une situation tout à fait insupportable pour Poutine. Et plus tard, on a eu en 2014 la fameuse Euromédane, qui a rendu les choses encore plus insupportables, d'où l'invasion de la Crimée. Alors, Poutine a compris très vite qu'il ne pouvait pas envahir l'Ukraine parce que c'est par l'Ukraine qu'il fournissait ses principaux clients en Europe. Et donc, tant que la moitié de ses clients dépendaient de ce transit, en réalité, l'Ukraine, pour elle, l'énergie, ce transit énergétique était une sorte d'arme de dissuasion contre l'URSS et contre la Russie après. Et donc, Poutine va s'employer pendant toutes les années suivantes à discréditer l'Ukraine en provoquant lui-même plusieurs crises russo-ukrainiennes durant préférence le mois de janvier, donc en préférence au cœur de l'hiver. Il s'est arrangé pour qu'à ce moment-là, ces crises privent l'Europe de gaz et donc en réalité créent des divisions entre les Européens, puisque il y avait seulement les pays fournis par la Russie qui étaient touchés. Et ces divisions vont, à mon avis, beaucoup plus loin aussi dans toute la psychologie des décisions européennes. Et on a des crises pendant l'hiver 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. Et puis ensuite, on a eu gentiment un nouveau président, de nouveau pro-russe, qui s'appelait Yanukovych, si j'ai bon souvenir. On a eu une relative paix, puisque dès le début, Poutine a proposé à ce président de lui octroyer une réduction de 30% sur le prix du gaz. Et on a très vite compris, déjà à l'époque, depuis longtemps, les prix du gaz russe dépendaient très fort de la position politique qui était prise par les gouvernements vis-à-vis de la Russie. Et ensuite, ça a recommencé, donc, après l'Euromédane. Alors, comment va-t-il procéder pour construire ces fameux gazoducs de Nord Stream qui sont destinés clairement à contourner l'Ukraine? Alors, il faut se souvenir que Poutine a été agent du KGB, il a eu un rôle important au KGB, donc il sait bien comment on recrute de bons lieutenants, surtout en s'intéressant à la psychologie des personnes. Et c'est un peu ce que raconte aussi Marion Van Rentergem dans son livre. Donc, si ces aspects-là vous intéressent, vous allez tout de suite comprendre comment il a recruté des gens comme Gerhard Schröder, essentiellement par son goût de l'argent, il faut reconnaître. Et la grande question aussi, c'est comment il a convaincu Merkel, qui est quand même à l'origine de l'Allemagne de l'Est, qui connaît bien les problèmes russes, qui a souffert
sous l'Empire soviétique et qui s'est méfié dès le début de Poutine. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est devant une femme qui est une scientifique, donc une personne essentiellement qui raisonne, et il a convaincu Merkel que l'alternative qu'il n'y avait pas d'alternative à cette solution de construire le pipeline Nord Stream 2. Parce que le Nord Stream 1, c'est 50 milliards de mètres cubes. Nord Stream 1, c'était pas un énorme problème au départ. Ça ne permettait pas de remplacer tout le transit ukrainien. Une fois qu'on faisait Nord Stream 2 plus Nord Stream 1, ça faisait 110 moi j'ai toujours des BCM, donc des milliards de mètres cubes, par rapport à des importations russes de 150. Donc c'est quand même la majorité des importations qui pouvaient passer par là. Le raisonnement de Merkel a été essentiellement un raisonnement qui dit il n'y a pas d'alternative. Il y a un des chapitres du livre qui s'appelle Alternative Laws. Il n'y a pas d'alternative. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Elle veut réduire sa consommation de charbon. Elle veut augmenter la part des renouvelables. Donc, elle a besoin de gaz. Et elle a une industrie qui est très dépendante du gaz et elle veut être absolument compétitive. Et le gaz russe est effectivement ce qu'il y a de moins cher. C'est pas loin, c'est du gazoduc, donc c'est pas cher. C'est pas comme le gaz naturel liquide qui lui coûte plus de 2 fois plus cher que le gaz. Et donc Nord Stream 2 va, je passe les détails, mais Nord Stream 2 va voir le jour et doubler la capacité de Nord Stream 1. Et à peine construit, il n'y a plus de raison de ne pas envahir l'Ukraine. Et quelques mois plus tard, la Russie envahit l'Ukraine. Et on a en septembre ce sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, sur lesquels Poutine va s'empresser de dire qu'il y a quand même un des tuyaux qui fonctionne encore. Un des 2 tuyaux de Nord Stream 2 n'a pas été atteint par le sabotage. Et il va aussi s'empresser de dire que les tuyaux sont réparables, ce qui montre bien que c'est du chantage. Si vous êtes gentil, si vous nous laissez l'Ukraine, on peut rouvrir les tuyaux. Donc je vais peut-être m'arrêter là, parce que je crois comme introduction... Non, c'est très clair. Je ne comprends rien, c'est que c'était une forme de piège en fait, qui s'est renfermé sur l'Europe, d'autant qu'un gazoduc, c'est une infrastructure physique qui verrouille. C'est un chemin de gaz qui verrouille du coup les pays importateurs. Comme tu le disais, le jeudi 24 février 2022, c'est l'invasion russe en Ukraine. En Europe, on a un peu cette impression d'être en gueule de bois. Ce piège qui se referme sur nous. De quelle manière, Xavier, la Russie a utilisé cette arme ? Qu'est-ce qu'on pouvait prévoir déjà de ça ? De quelle manière la Russie a utilisé cette arme ? Et quels sont les impacts directs sur nos économies et sur nos sociétés ? Ce qu'on pouvait prévoir, il faut être assez clair, c'est qu'on n'a pas prévu grand-chose, en fait. On a été... Si, Anne ? Tu compléteras après. On a eu du mal à anticiper quand même cette histoire. Et par ailleurs, on a, et on continue probablement aujourd'hui, à avoir une position, une analyse qui est... Enfin, mais je ne dis pas ça pour contredire Anne, mais qui est un peu focalisée sur les tuyaux et sur la nationalité des molécules de gaz, en quelque sorte. En particulier, une des réponses très vite, c'était de dire qu'il faut arrêter d'acheter du gaz russe. Et donc, on a effectivement mis des embargos progressivement sur le gaz russe, et on a assez significativement réduit nos importations de gaz russe. On les a pas... On les a réduites assez significativement quand même en volume. Il n'y a pas d'embargo. C'est les Russes qui ont réduit leur... Tiens, prends le micro si tu veux. Il n'y a pas d'embargo sur le gaz. Donc c'est les Russes qui réduisent leur approvisionnement, c'est pas nous qui réduisons nos achats. Et c'est un peu différent. Oui. Et ce qui est très important, c'est que pour les Russes, c'est pas tant les volumes qu'ils vendent à l'Europe qui sont importants, mais pour les Russes, ce qui est critique, ce sont les prix et la capacité qu'a la Russie à pouvoir ensuite vendre du gaz à d'autres pays. Mais un des facteurs essentiels, c'est le prix.
Et une des réussites spectaculaires de la Russie dans l'entrée dans le conflit, c'est d'avoir amené les prix qui, en gros, avant le conflit, en 2019, avant le Covid, étaient autour de 20 € le mégawattheure de gaz par pipeline, par gazoduc, pas le gaz liquide qui a des coûts supplémentaires de liquéfaction, mais enfin la matière première est la même, donc il y a quand même une corrélation assez forte. Donc était de 20 € et ils l'ont amené jusqu'à 300 €, 294 au cours des premiers jours du conflit, ce qui est considérable en fait. Alors c'est considérable et alors il y a eu aussi des effets sur les prix du pétrole. Je vais vous donner des chiffres qui illustrent ça et qui sont tout à fait spectaculaires. La Russie, en février 2022, elle était sur un rythme de vente de produits fossiles, pétrole et gaz, qui était de l'ordre de 1,2 milliard de dollars par jour. Quand on prend l'aide militaire qui a été faite à l'Ukraine depuis le début du conflit, qu'on divise par le nombre de jours, on arrive à quelque chose comme 400 millions de dollars par jour d'aide. La Russie, en février et en mars 2022, elle encaissait 1,2 milliard par jour, et ce 1,2 milliard par jour, il représentait 500 millions par jour de plus qu'en 2019. C'est-à-dire que le surplus que la Russie arrivait à gagner par l'explosion des prix du gaz et du pétrole faisait qu'elle arrivait à accumuler chaque jour plus que l'aide militaire qui a été offerte à l'Ukraine. Et donc, dans cette arithmétique économique, la Russie a réussi à obtenir une ressource comparable à l'aide qui était donnée à l'Ukraine. Et dans le conflit, évidemment, ça a un poids essentiel. Alors, les volumes sont importants, mais le prix est évidemment l'instrument majeur et essentiel dans tout ça. Et malgré les embargos sur le pétrole, malgré la réduction des volumes de gaz russes, la Russie, alors encore aujourd'hui, on est à un point bas, mais le point bas qu'on a aujourd'hui en termes de recettes par jour de la Russie, de l'ensemble des fossiles que la Russie arrive à vendre, ça représente aujourd'hui 760 millions de dollars par jour, et c'est à peu près identique à ce que la Russie arrivait à vendre en 2019. Ce qui veut dire que toutes les mesures d'embargo, de bannissement, les sabotages, les réductions de volume, en fait tout ça n'a pas conduit à grand-chose en termes de perte de recettes pour la Russie par rapport à la situation d'avant le conflit. Les clients ne sont pas tout à fait les mêmes. La Chine, la Turquie sont devenus des clients, l'Inde sont devenus des clients majeurs de la Russie, mais les recettes de la Russie sont à peu près stables. Et un des éléments essentiels dans ça, c'est à la fois le prix du pétrole et le prix du gaz, et la capacité qu'a eu la Russie à peser sur ces prix. Quand la Russie a saboté Nord Stream, la réaction immédiate, ça a été des tensions sur les prix. Chaque fois que la Russie annonçait qu'elle allait couper le gaz à tel pays balte, ça faisait un pic sur les prix. La Russie a été extrêmement habile pour utiliser la spéculation sur le prix du gaz et pouvoir jouer dessus pour maintenir la pression, et la maintenir encore aujourd'hui, à l'approche de l'hiver, pour à la fois mettre en difficulté les pays européens, parce que ces prix du gaz ont des conséquences sur les économies européennes, mais aussi continuer d'assurer son flux de recettes qui lui permet de financer le conflit de la façon la plus continue possible. Et ce que tu me disais en préparant, c'est que finalement, il y avait déjà des premiers signaux, notamment la Russie tentait de mettre sous tension le marché du gaz depuis plusieurs années, ce qui pouvait indiquer justement cette stratégie-là. Oui, Anne a indiqué que la stratégie russe pour le gaz est une stratégie qui remonte à longtemps. Elle a effectivement depuis longtemps construit des infrastructures, noué des partenariats avec un certain nombre de pays, fait en sorte d'avoir
une bonne assise politique et de vraiment développer des stratégies de long terme qui consistent à dire aux pays européens qui étaient proches de la Russie, achetez-nous du gaz, on vous garantit l'approvisionnement, on va construire des infrastructures, vous aurez une énergie plutôt pas chère, plutôt propre, plus propre que le charbon. Par unité d'énergie produite, le gaz émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Donc, dans les premières heures de la réduction des émissions, la transition du charbon au gaz est une transition qui est tout à fait tentante et tout à fait efficace pour réduire ses émissions. Alors après, on bute, parce que pour passer du gaz à un gaz qui émet encore moins, c'est compliqué. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça permet de faire des réductions d'émissions. Il y avait cette construction à long terme. Beaucoup de pays européens se sont dit, en fait, c'est réciproque. C'est-à-dire que pour l'Europe, c'est une construction de long terme, mais pour la Russie aussi. C'est-à-dire que la Russie va être aussi dépendante de l'Europe de par ses recettes. Et par ailleurs, tant que le gaz était à 20 € le mégawattheure, finalement, ses recettes étaient relativement faibles. Et donc, ça ne paraissait pas un enjeu majeur pour l'Europe. Mais on voit que là, déjà, le fait que ce soit passé de 20 à 40 en régime permanent, ça change largement la donne. Et puis surtout, on a complètement sous-estimé le fait que la relation n'est pas symétrique. Et que la dépendance au gaz pour les pays européens, c'est une dépendance d'abord sur le risque de pénurie, ensuite sur la facture, qui devient très élevée, avec dans la construction du marché de l'électricité européen, une erreur qui a été commise, qui a été de lier très fortement le prix de l'électricité à celui du gaz, qui est l'énergie marginale appelée pour produire l'électricité, et le prix du gros est construit à partir de ça. Et donc ça a conduit à un effet, une amplification d'effets de la hausse des prix du gaz, qui se sont traduits par une augmentation des prix de l'électricité. Alors, qui n'a pas fait de recettes supplémentaires pour la Russie, mais qui, par contre, a provoqué des transferts à l'intérieur de l'Europe entre, en gros, les consommateurs d'électricité et les distributeurs ou les producteurs, et qui ont dû être ensuite gérés et qui sont complexes à gérer, avec aussi l'idée pour la Russie que ça allait avoir des effets différents suivant les pays, et que ça serait un levier pour alimenter une discorde en Europe et pouvoir permettre à la Russie de neutraliser la réponse potentielle de l'Europe face à la Russie. Et donc, tous ces éléments ont laissé penser aux pays européens que ça pouvait être symétrique, alors que par nature, c'était asymétrique. Et la raison de l'asymétrie, c'est qu'en fait, le gaz, il peut rester dans le sol, on le vendra plus tard. Alors que la consommation, quand il fait froid, on a besoin de se chauffer, d'une part. Et puis d'autre part, on peut trouver d'autres clients, malgré tous les gazoducs construits. On peut vendre du gaz autrement à d'autres clients. Et ça a été un des moyens de diversification de la Russie. Et ça sera dans le futur un des moyens aussi de diversification de la Russie, qui fait que cette relation, elle n'est pas symétrique et qu'elle n'est pas terminée surtout. Et alors, tu évoquais, Anne, le fait qu'on avait quand même une prise de conscience européenne depuis un certain temps, qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Ça n'a pas empêché le fait qu'on ait une gueule de bois en février 2022. Mais est-ce que tu peux rapidement nous brosser un tableau de cette prise de conscience et des premières mesures qui ont été mises en place? Oui. Puis après, on parlera peut-être du prix de l'électricité, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Mais c'est intéressant de discuter. Alors, bon, pour moi, le problème... Alors, une des choses qui est dans le livre de Marion Van Renton qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle parle de l'Europe quand souvent elle veut dire en fait l'Allemagne. Alors moi, je vais parler de l'Europe en tant que ce que les institutions décident, ce qu'elles savent, ce qu'on sait à la Commission européenne, ce que le Conseil des ministres décide, ce que les conseils européens des chefs d'État décident, constatent, connaissent, etc. Alors, pour moi, on sait depuis la guerre du Kippour en 1973, bon, je suis belge, personne n'est parfait, je vais essayer de parler français. On sait, depuis cette guerre et les embargos très sélectifs qu'ont imposé les États arabes sur les pays européens, on sait que la dépendance de l'Europe à
dans le cas d'espèce, c'était le pétrole, est une faiblesse et que des pays dont on dépend peuvent utiliser l'énergie comme une arme géopolitique. Donc c'est un fait archi connu depuis 50 ans. Alors ensuite, on voit très bien dans les années 90, quand on voit les demandes d'adhésion de tous ces pays ex-républiques soviétiques, on voit très bien que quand on lit les rapports que la Commission européenne a publiés pour analyser l'état de ces pays, vous lisez par exemple le rapport sur la Bulgarie, une des principales préoccupations exprimées dans ce rapport, c'est la problématique de la dépendance au gaz russe. Et donc on s'est empressé de rattacher tous ces pays au continent européen qui avant étaient essentiellement et souvent à 100% fournis par la Russie. Ensuite, comme j'ai un peu déjà expliqué, depuis le début des années 2000, le problème est devenu assez évident à cause de notre dépendance plus grande vis-à-vis du gaz et des importations de gaz, et notamment du gaz russe, à cause de ces crises russo-ukrainiennes qui se sont succédées. C'est devenu encore plus important avec l'annexion de la Crimée, et j'y arrive. Pendant ces années-là, on a aussi intégré le marché. Au départ, on avait en réalité des marchés nationaux individuels, donc la sécurité d'approvisionnement était essentiellement une question qui était traitée uniquement au niveau national. À partir du moment où vous avez un marché qui est intégré et des réseaux qui sont interconnectés, la question de la sécurité d'approvisionnement devient une question européenne. À la fois parce que les problèmes peuvent se répercuter sur les États voisins, mais aussi parce que quand vous êtes, vous, en difficulté, les États voisins peuvent vous apporter du gaz. Donc ça devient vraiment une question européenne. Et au fond, dès le début des années 2000, en 2001 pour être précis, l'Europe a commencé à soutenir très activement un projet de gazoduc qui s'appelait Nabucco, du nom de l'opéra que les personnes en question avaient vu ce soir-là à Vienne, pour la petite histoire quand même. Et ce projet de gazoduc était destiné à amener du gaz, non pas russe, mais du gaz azéri, éventuellement iranien et d'autres pays de cette région, vers l'Europe en passant par la mer Noire. Et en fait, ce projet a capoté. Moi, je me souviens, à l'époque, je dirigeais une direction de l'énergie et j'avais un de mes services qui était le service des relations internationales en matière d'énergie. Et toute notre énergie passait sur ce projet Nabucco, qui a capoté. Pourquoi ? En 2013, on a dû abandonner ce projet, en grande partie à cause des pressions sur les Azéris, aussi parce que l'Iran a finalement lâché le projet, et aussi parce que Poutine, à l'époque, a commencé à décider d'un projet concurrent qui était le projet South Stream, qui était destiné, lui, à amener vers les mêmes pays, Bulgarie, Roumanie, etc., qui était destiné à arriver par le même chemin en Europe à travers la mer Noire, mais avec du gaz russe. Un projet qui, après, a été remplacé, qui a été abandonné aussi, qui a été remplacé par le pipeline de ce qu'on appelle Turk Stream ou Turkish Stream, qui amène du gaz russe par la mer Noire, mais lui vers la Turquie et ensuite vers l'Europe. Et on a vu aussi apparaître dès 2004 les premières règles européennes en matière de sécurité d'approvisionnement sur le gaz. Ensuite, on a vu apparaître dans le traité, enfin, et je crois que la Commission européenne essayait depuis 40 ans d'avoir un article dans le traité. Il n'y avait rien sur l'énergie dans le traité. L'Union européenne s'est construite au départ sur un traité sur le charbon et un traité sur le nucléaire, mais dans le traité général européen, il n'y avait pas un mot sur l'énergie. Donc il n'y avait pas vraiment de politique énergétique exprimée. Et là, on a eu, après ces crises, on a eu dans le traité, enfin, un article 194 sur la politique européenne de l'énergie, qui dit clairement qu'un des objectifs de la politique européenne de l'énergie, c'est la sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne. Mais malheureusement, le deuxième paragraphe de cet article précise que les États membres restent les seuls
décideurs en matière de structure de leur approvisionnement énergétique. Autrement dit, quand l'Allemagne négocie avec la Russie un pipeline Nord Stream, il est très difficile au niveau européen d'empêcher quoi que ce soit, même si on sait maintenant avec des arrêts récents qu'on aurait pu s'appuyer sur l'obligation de solidarité entre les États membres et de coopération loyale, ce que certainement l'Allemagne n'a pas Et ça aurait permis d'empêcher l'accord entre la Russie et l'Allemagne sur Nord Stream. Ça aurait permis, et d'ailleurs la Pologne a gagné un arrêt de la Cour de justice récemment sur le pipeline qui en réalité part de Greifswald, qui est le pipeline Opal, qui descend de l'Allemagne pour en fait réalimenter les pays par l'ouest. Parce qu'en réalité, ce qui se passe avec Nord Stream, c'est que l'Allemagne devient une plaque tournante pour le gaz. Donc les pays de l'Est européen, au lieu d'être approvisionnés directement par l'Ukraine ou à travers la Biélorussie, par Yamal ou par Soyouz et Brotherhood, peuvent être approvisionnés par l'Ouest et essentiellement par l'Allemagne qui reçoit son gaz, qui aurait reçu son gaz de Nord Stream. Nord Stream 2 n'a jamais fonctionné, mais c'était l'idée initiale. Et pour ça, ils ont construit un pipeline qu'on appelle Opal. Et les Polonais se sont opposés à des règles qui permettaient à Gazprom d'utiliser l'entièreté de ce pipeline pour transporter du gaz. Et la Cour de justice leur a donné raison sur base du fait qu'on n'avait pas tenu compte de l'obligation de solidarité entre les États membres et de coopération loyale qui se trouve dans l'article 4 du traité. Donc la solidarité qui est dans l'article 194 sur l'énergie et la coopération loyale qui se trouve dans l'article 4. Alors, en 2014, avec l'invasion de la Crimée, je crois que pour tout le monde, la question devient assez évidente. Et d'ailleurs, 2 mois après l'invasion de la Crimée, Poutine a envoyé une lettre à plusieurs gouvernements européens, les menaçant de leur couper le gaz s'ils continuaient de se plaindre, de se lamenter sur le problème ou à soutenir l'Ukraine. Et là, au lieu d'avoir des lettres différentes de chaque État membre, on a eu la Commission européenne qui a répondu au nom de tous les États membres à Poutine en disant bon, vous pouvez continuer comme ça à nous menacer, mais vous allez perdre votre réputation. Et la seul effet que ça peut avoir, c'est d'accélérer notre désinvestissement vis-à-vis du gaz russe. Et donc, en réalité, l'Europe, elle s'est préparée, et au moment où la crise du gaz a éclaté, pas au moment du début de la guerre, parce que la crise du gaz, elle a commencé en 2021, oui, quand les Russes ont commencé d'abord à réduire leurs exportations vers l'Europe, mais aussi à ne pas remplir les installations de stockage de gaz qu'on leur avait laissé acheter en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, ce qui est quand même aussi assez fortiche. Donc Gazprom contrôlait non seulement la production... Comme quoi on n'était pas parfaitement prêt non plus. Mais aussi le stockage. Pardon ? On n'était pas complètement prêt non plus. On n'était pas prêt, mais on était quand même drôlement plus prêt que ce qu'on aurait été si on n'avait rien fait. On avait des interconnexions entre les États membres qui permettaient... Oui. On avait obligé tous les États membres à créer des flux renversés qui permettent de réenvoyer du gaz en sens inverse. On avait multiplié tous les terminaux de gaz liquide. On n'aurait pas eu tous ces terminaux si on n'avait pas préparé ça. On avait construit des gazoducs, et notamment pour importer du gaz azéri, à travers TANAP, qui est le gazoduc qui traverse l'Anatolie, qui après traverse la Grèce et qui va vers le sud de l'Italie. On avait largement augmenté les capacités de stockage en Europe, qui nous servent bien maintenant. Elles sont remplies à 99,6%, ce qui est quand même le quart de notre consommation, ce qui est quand même une bonne protection pour l'hiver. On avait des plans de mitigation des risques. Chaque État membre avait préparé un plan pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire en cas d'urgence de coupure de gaz. On avait réparti les responsabilités en cas de crise. On avait déjà dans la législation de 2017, on a dans le règlement sur la sécurité d'approvisionnement, on a une règle de solidarité qui oblige les États membres
qui sont les voisins d'un État membre qui manque de gaz, de lui donner du gaz pour pouvoir approvisionner au moins ce qu'on appelle les consommateurs protégés, c'est-à-dire les ménages et les petites entreprises et toutes les entreprises de services publics. On avait aussi largement renforcé toute la diplomatie gaz avec les Américains, avec les Norvégiens, avec les Algériens, etc. On avait aussi mis, et explicitement mis, la politique climatique au service de la sécurité d'approvisionnement, en expliquant de long en large à tous les États membres, et notamment à tous les pays dont la priorité était la sécurité d'approvisionnement et qui n'étaient pas très chauds sur des questions climatiques, qu'en réalité, les politiques climatiques, c'est-à-dire premièrement la réduction de la consommation et deuxièmement les renouvelables, étaient aussi pour eux une façon d'améliorer leur sécurité d'approvisionnement. Et c'est grâce à ça qu'on a eu toutes les législations en matière de politique climatique sur l'énergie. Alors tout ça nous a beaucoup aidé et évidemment ce n'était pas suffisant. Comme toujours, il y a procrastination. Il n'y a pas que moi ou peut-être vous aussi qui de temps en temps devant des tâches difficiles n'allez pas aussi vite qu'il faut. Et je pense que c'est essentiellement ça qui s'est passé. Mais aussi on a eu une tempête parfaite. On a manqué de nucléaire en France. On avait, je crois, sur les 62... Sur les 62 gigawatts, on avait à un moment donné 31, 32 gigawatts disponibles. On avait des problèmes d'été très chaud, donc on a eu de la sécheresse, donc on a eu des barrages qui étaient vides. Voilà. Donc on a eu toutes sortes de choses qui ont fait aussi que la crise a été pas seulement une crise qui venait du problème gazier, mais qui venait aussi de la situation. Anne, quand même, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tempête parfaite, il n'y a eu aucune pénurie en fait. Voilà, et tout ce qui a été fait par la Commission... C'est ce que je vais dire. Voilà. Finalement, il n'y a eu aucune pénurie. Et donc ça, c'est quand même... Enfin, c'est à la fois... Il y a eu une tension sur les marchés. Mais voilà. On fait monter les prix. Et c'est les prix qui ont été notre talon d'Achille dans cette histoire. Absolument, absolument. C'est les prix qui nous ont mis par terre. C'est les prix qui ont provoqué... C'est pas seulement une question... Au moins dans la définition de ce qu'est la sécurité d'approvisionnement, la sécurité d'approvisionnement, c'est non seulement l'accès continue aux ressources énergétiques, mais à des prix abordables. Et oui. Ça fait partie de la sécurité d'approvisionnement. Et en matière de prix, justement, Xavier, quel impact ça a eu sur nos sociétés, justement, cette explosion des prix ? Il a été lourd l'impact, parce que l'augmentation des prix, en gros, l'augmentation des prix de l'énergie depuis le mois de février 2022 jusqu'à aujourd'hui, ça représente une perte de PIB pour l'Europe qui est de l'ordre de 2 à 3 points de PIB. C'est une magnifique récession. Alors, on ne l'a pas vu, cette récession, parce qu'on était en phase de rebond du Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà eu la récession avant. Donc, on s'est dit, tiens, ça ne fait pas des chiffres négatifs. Mais ça ne fait pas des chiffres négatifs parce qu'avec le Covid, on avait des croissances à 5 ou 6%. Et on a mis moins 3% avec l'énergie par-dessus. Alors, ça ne s'est pas vu. Mais ça s'est quand même senti. Ça s'est senti dans les déficits publics, ça s'est senti dans toutes les questions sur le pouvoir d'achat, ça s'est senti dans le chômage, la précarité énergétique, un certain nombre de petites entreprises qui, malgré tout, ont eu des factures énergétiques qui ont explosé. On se rappelle des boulangers, notamment, il y a eu ce sujet. Mais les boulangers, mais c'est... Enfin, voilà, donc ça a eu des impacts massifs sur les sociétés. Et par ailleurs, là où c'est extrêmement... Enfin, c'est une arme extrêmement pernicieuse de la part des Russes, c'est que c'est très difficile d'en imputer la responsabilité. Quand le boulanger dit l'énergie est chère, il ne pense pas à Poutine. Ou à l'Allemagne. Ou à l'Allemagne. Non, mais d'accord, il ne pense pas à Poutine, il ne pense pas à l'Allemagne. Et lui, ce qu'il voit, c'est son interlocuteur qui est le gars qui lui distribue l'électricité et qui lui dit c'est 4 fois plus cher à partir du mois de septembre par rapport au mois d'août. Et ça crée des conflits à l'intérieur des sociétés, ça crée des difficultés, ça crée des appels au gouvernement pour qu'il fasse du quoi qu'il en coûte et qu'il compense tout le monde. Et ça crée des tensions ensuite quand les gouvernements disent oui, mais bon, on ne peut pas dépenser sans compter, donc il y a un moment où il va falloir qu'on arrête. Ça va créer des difficultés quand l'Europe va dire on est quand même là pour surveiller les budgets en Europe, et donc il y a un moment où les États vont devoir faire des efforts. Tout ça, en fait, a quand même pour origine et pour source ce plan assez machiavélique de la Russie,
Alors, avec une responsabilité forte de l'Allemagne, là-dessus on est tout à fait d'accord. Et des lacunes dans le système européen. Et des lacunes dans le système européen, et le fait qu'on s'est beaucoup préparé à lutter contre la pénurie, et ça a marché. Et ça a marché dans des circonstances qui étaient assez difficiles. Bon, il y avait dans la tempête parfaite, il y avait quand même un élément très positif, c'est que l'hiver n'a pas été froid. Heureusement qu'il n'a pas été froid. Ben oui, parce que c'est ça qui nous a fait passer juste sur la pénurie. Mais il n'y a pas eu de pénurie, donc on se dit, finalement, le système est résistant, il est résilient, il a été assez robuste, sauf que les prix sont montés au plafond, et que, en conséquence aussi, avec des conséquences négatives sur l'Europe, mais en conséquence aussi, ça a permis à la Russie de limiter ses pertes et de pouvoir absorber toutes les mesures d'embargo et toutes les réductions de volume très facilement. Et donc ça, c'est quand même... c'est quand même un point assez intéressant. Puis il faudra qu'on reparle de l'électricité, hein, Anne. Et alors là-dessus, moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que cette arme finalement qui a été utilisée par la Russie au début du conflit, est-ce que c'était un fusil à un coup ou est-ce que c'est une arme qui est encore utile aujourd'hui? Est-ce qu'il a d'autres cartes dans sa manche? Alors, le premier coup était le plus dur, en tout cas, et celui qui a porté le plus, parce qu'il y avait quand même un élément de surprise. Bon, très clairement, la Russie a préparé la chose. Hein, je veux dire ce que Anne a dit sur l'été 2021, qui est le moment où la Russie arrête de mettre du gaz sur les marchés spot, tient ses engagements de long terme, mais empêche le stockage en vue de l'hiver, et commence à mettre sous pression le marché européen avec des prix qui commencent à monter sur le gaz. Donc ça, c'était vraiment... Ça nous montre encore une fois que toute cette opération était complètement délibérée de la part de la Russie. C'est pas un coup de tête en février qui déclenche une opération militaire. Donc voilà. Et cette mise sous tension, elle continue encore aujourd'hui. Après, non, c'est pas un fusil à un coup, parce qu'il y a des hivers tous les ans. Et la consommation de gaz durant l'hiver, elle augmente. Si l'hiver est froid, elle peut beaucoup augmenter, surtout s'il est froid au mois de novembre. Elle peut beaucoup augmenter. Et dans ce cas-là, on va être sous tension. Alors, je veux dire, le travail fait par la Commission, le travail fait par les États membres est un travail tout à fait important de préparation pour éviter les accidents. Mais voilà, les prix du gaz vont probablement augmenter cet hiver s'il y a des tensions. Si la Russie arrive à faire quelques manipulations sur les marchés, il pourra y avoir aussi des montées dans les prix. Et derrière, il faut se dire qu'à chaque fois, c'est des conséquences économiques sur l'Europe, et ça permet à la Russie d'engranger des recettes sur les fossiles. Donc voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais du coup, on peut imaginer que ça va reconfigurer en profondeur le paysage énergétique européen. Comment toi, Anne, tu vois les choses? Quelle perspective à moyen terme? D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, d'abord, peut-être qu'est-ce qu'on a fait en réaction à la crise. Peut-être d'abord, réagir là-dessus. Moi, je pense, sur ta question, je pense que Poutine, il n'a pas atteint les limites de son pouvoir de nuisance. Quand il fait, à supposer que ce soit les Russes qui est quand même la chose la plus probable, qui ait fait exploser les tuyaux de Nord Stream, ça montre quand même que au milieu, entre eux, il y a quand même 8 pays de l'OTAN qui sont là autour de la Baltique, autour de ces tuyaux, et il a quand même montré qu'il peut aller faire sauter des tuyaux. Ce qui veut dire qu'il peut s'attaquer à n'importe quelle infrastructure, des câbles d'Internet, etc. Donc toute la question de la cybersécurité est vraiment au sommet de l'agenda européen. Et puis je pense qu'il n'a pas fini de s'attaquer aux démocraties, parce qu'à travers tout ça, il crée aussi un mécontentement des populations qui sont devant des pouvoirs publics qui sont un peu impuissants, comme vous disiez tout à l'heure, et donc qui se tournent vers des populistes, des extrémistes qui leur font des promesses impossibles. Je vais vous baisser le prix du gaz. Le gaz, on l'achète sur le marché international. On peut toujours le baisser à travers des aides publiques, mais on le paie à travers nos impôts. Donc il n'y a pas de miracle là-dessus.
Et donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, extrêmement dangereux et je pense qu'il n'a pas atteint les limites. Alors, peut-être pour savoir, qu'est-ce qu'on a fait quand la crise... Rapidement, mais oui, vas-y. Rapidement, quand la crise a éclaté. Alors, d'abord, il y a les États membres qui ont mis en place une multitude de mesures. On en a dénombré 439 mesures. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est le coût de ces mesures. 680 milliards, les gouvernements européens... Les gouvernements ont dépensé 680 milliards d'euros face à cette crise. Oui, mais c'est un chiffre quand même important parce que l'ensemble des pays développés, l'aide militaire à l'Ukraine... Comparer ça à l'IRA américain. L'ensemble des pays développés a donné comme aide à l'Ukraine pour le conflit 230 milliards de dollars. Donc 680. Et les Français c'est le tiers ont été les mieux aidés en Europe, si on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que 2/3 de ces mesures sont des mesures qui visent à réduire la hausse de prix, soit en intervenant dans les marchés de détail, soit en intervenant sur les marchés de gros. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces mesures, il y a seulement un quart qui sont ciblés sur les consommateurs qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire que les 3/4 des mesures qui ont été utilisées pour réduire la hausse de prix a bénéficié, y compris à des consommateurs qui n'en avaient pas besoin, de consommateurs riches qui ont de grosses maisons, de grosses voitures, etc. Et bon, le reste des mesures, ça a été donc pour réduire le risque d'approvisionnement. Alors au niveau européen, on a pris toute une panoplie de mesures que je vais peut-être parcourir à toute vitesse. D'abord, dès 2021, à l'automne, donc avant qu'éclate la guerre, on a présenté toute une panoplie d'outils que les États membres pouvaient utiliser pour aider leurs consommateurs. Et ensuite, on a adopté ce fameux plan Repower EU, qui est une sorte de jeu de mots sur le mot power. Power qui veut dire à la fois l'énergie et qui veut dire évidemment la puissance. Donc Repower Europe, qui comprend des mesures qui sont... d'abord, l'unique but de ces mesures, c'est de réduire la dépendance aux énergies fossiles russes et en général aux importations russes, puisque la Russie était vraiment notre premier fournisseur, pas seulement pour le gaz, mais pour le pétrole, pour le charbon, sur lequel il y a un embargo total, et également pour de combustibles nucléaires. Donc c'est vraiment un fournisseur important. Et ces mesures, elles concernent à la fois le marché du gaz et le marché de l'électricité. Elle joue, comme le problème des prix, comme on a dit, le problème, c'est essentiellement un problème de prix. Elle joue à la fois sur l'offre, pour essayer d'améliorer l'offre, et sur la demande, pour réduire la demande, pour essayer justement de réduire les prix. Comme je le disais, c'est vraiment la priorité des priorités. Alors, dans ces mesures, il y a des mesures qui sont uniquement des mesures d'urgence, c'est-à-dire qui sont des mesures temporaires qui sont prises uniquement par le Conseil des ministres où le Parlement n'intervient pas, et d'autres mesures qui sont des mesures plus structurelles où on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le cadre européen qu'on veut modifier pour la suite. Alors, dans les mesures d'urgence, il y a eu des mesures pour réduire la consommation de gaz et d'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails des pourcentages, etc. Il y a eu des mécanismes de solidarité qui ont été mis en place. On a essayé d'accélérer les octrois de permis. Un des grands problèmes pour augmenter les renouvelables, qui est une façon de réduire nos importations d'énergie fossile, c'est le blocage des permis. Les permis peuvent bloquer un projet pendant 10 ans. Donc on a essayé de mettre d'urgence en place des obligations pour les États membres pour au moins tous les petits projets de renouvelables, accélérer un peu ces procédures et de considérer aussi que certains projets sont d'intérêt public et donc on peut raccourcir toutes les procédures d'évaluation environnementale. Ensuite, on a mis en place des mécanismes de correction, c'est quand même pour la Commission qui a la réputation d'être ultralibérale, on a mis en place au niveau européen des mécanismes de correction des prix dans le marché de l'électricité et dans le marché du gaz. Et je vous passe. Ah, comme quoi, dans le marché de l'électricité, il y avait un petit souci. Les détails, on a un souci, on y revient. Je sais qu'on va se battre là-dessus, mais probablement pas ce soir parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, donc. On a fait des changements plus structurels, c'est-à-dire qu'on a imposé des stockages de gaz, ce qui n'était pas le cas, il n'existait pas d'obligation de stockage au niveau européen. On a aussi obligé les États membres à avoir des procédures de certification pour les opérateurs
dans leurs installations de stockage, ce qui n'était pas le cas vu que Gazprom a pu s'emparer des installations de stockage. Et surtout, pour le futur, on a augmenté nos ambitions en matière de renouvelables, d'efficacité énergétique, et on a proposé une réforme du marché de l'électricité et une réforme du marché du gaz. En résumé, très... Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Alors je suis désolé parce qu'effectivement il nous reste 2 minutes dans le cadre de la conférence. Peut-être un petit mot de la fin, Xavier, Anne, sur les perspectives pour l'électricité, l'énergie en Europe. Alors, les perspectives, il y a un point très positif pour résumer en un mot tout ce que Anne a évoqué à propos des mesures prises au niveau européen. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. C'est que l'Europe a quand même, la Commission européenne et l'Europe, les institutions européennes ont réussi à préserver la cohésion européenne autour de ces questions énergétiques. Et ça, c'est un immense succès, même si c'est un succès un peu symbolique, on va dire. En tout cas, c'est quelque chose qui va importer de transformer dans le futur. Ensuite, le bilan, il est un tout petit peu mitigé, parce qu'on a d'un côté mis en place énormément de mesures pour essayer d'amortir les impacts à court terme. Diversification, protection des consommateurs, surprotection des consommateurs. Rappelez-vous, quand il y avait une ristourne à la pompe, elle était accessible à tout le monde. C'est tout à fait invraisemblable, en fait. Bon, mais on a fait beaucoup de mesures comme ça. Et puis, de l'autre côté, on sait bien que la seule solution, ça passe par la réduction de la demande et par une diversification, non pas vers d'autres sources d'approvisionnement de fossiles en gaz ou en pétrole, mais vers des sources de production d'énergie qui sont renouvelables et pour lesquelles l'Europe est souveraine, indépendante et peut assurer sa sécurité. Et là, alors, oui, dans le discours, c'est sur la table. Maintenant, on n'y est pas encore. Et par exemple, 1 an et demi après le conflit, la capacité à réduire notre consommation de gaz au niveau européen, elle repose beaucoup sur des phénomènes un peu mystérieux qui sont la sobriété que les gens ont acceptée. Plus que sur... il y a plus d'éoliennes que prévu, ou il y aura un peu plus de centrales nucléaires que l'année dernière. Mais voilà. Et ça, c'est un tout petit peu inquiétant, parce qu'on voit qu'on a quand même mis 680 milliards au niveau européen pour amortir le choc auprès des consommateurs. Ce sont surtout des subventions aux énergies fossiles. Qu'on n'a pas mis grand-chose, et que c'est beaucoup des subventions aux énergies fossiles, et qu'on n'a pas mis grand-chose. Les sommes qu'on a mises en plus au niveau européen sur les énergies renouvelables, c'est un petit dixième de ces sommes-là. Et ça c'est un vrai problème, sachant qu'on a amorti le signal prix et qu'on a donné moins d'incitation à faire cette transition. Voilà. Merci beaucoup. Anne, tu veux un dernier mot de conclusion ? Moi, je pense que le futur, il est à la fois incertain, mais en même temps, moi, je suis quand même optimiste, parce que je pense que, bon, du point de vue de l'énergie, on va vers un changement complet sur le marché du gaz, mais surtout vers une électrification beaucoup plus grande de tous les usages, mobilité, chauffage, industriel, etc. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que ce que j'aimerais voir, et que je pense qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une situation où on pourrait avoir une implication beaucoup plus forte des citoyens, parce qu'on peut avoir dans le système énergétique actuel des citoyens qui sont plus juste le destinataire d'une facture, et qui peuvent vraiment produire eux-mêmes, stocker eux-mêmes, être dans des communautés d'énergie, échanger de l'énergie avec leurs voisins, moduler leur consommation, etc. Donc des gens qui sont actifs sur Donc une dimension citoyenne et une dimension plus durable, comme vous évoquez. La Commission peut aider à casser un peu aussi le côté un peu paternaliste et le monopole d'EDF, par exemple, sur ce genre de questions. Par exemple. Et puis je pense que, j'espère aussi qu'on va pouvoir un peu modifier nos représentations sociales, c'est-à-dire ne plus essayer d'avoir la voiture aussi grosse que celle du voisin. Vous avez déjà constaté que les voitures deviennent de plus en plus grosses. Mais plutôt être en compétition avec lui sur notre empreinte de carbone pour avoir une meilleure empreinte carbone que le voisin. Moi, j'espère aussi que les États membres vont enfin mettre en œuvre ce qu'ils décident au niveau européen, parce que quand même, ce qui est arrivé, c'est aussi beaucoup parce que les États membres, ils ont des obstacles objectifs, mais ils ont quand même parfois un peu, ils traînent quand même un peu les pieds pour mettre en œuvre ce qu'on décide au niveau européen. Et puis, j'espère aussi que l'Europe, elle va convaincre ses partenaires internationaux de lutter effectivement contre le changement climatique,
et puis qu'elle va aider ceux qui ne peuvent pas le faire, notamment l'Afrique, et donc qu'elle va prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant comme échange. Merci à tous les étudiants présents, merci à Alain Sam, et rendez-vous le 13 décembre pour la conclusion nationale de des rencontres du développement durable 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.